Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle rencontre avec Cyrano Éducation. Nous avons l'honneur et le plaisir de rencontrer aujourd'hui Yves Bonnen pour parler de sa mise en scène dont ne badine pas avec l'amour. Quelques mots pour présenter Yves Bonnen. Yves Bonnen, après votre doctorat en droit et une agrégation de lettres, vous avez intégré l'INSAS, l'Institut supérieur des arts du spectacle et des techniques de diffusion à Bruxelles, puis le Conservatoire national supérieur d'art dramatique à Paris. Vous avez choisi la mise en scène et dès votre première mise en scène en 95, un mois à la campagne d'Ivan Tourguenieff, dont vous avez co-signé la traduction et l'adaptation avec Judith de Paul, vous recevez le prix Georges Lherminier du syndicat de la critique. En 2002, vous créez la Manufacture, l'école de théâtre de Suisse romande à Lausanne, dont vous gardez la direction jusqu'en 2007. En 2006, vous montez le Partage de midi de Claudel à la Comédie Française avec Marina Hans et Eric Ruff, puis l'Échange, toujours de Claudel à la Colline. Votre goût pour la transmission se confirme puisque vous enseignez aussi au Conservatoire national, à l'École du théâtre du Nord, à Lille, au Conservatoire de Poitiers, de Rouen et au Théâtre national de Pékin. Puis en 2010, vous êtes nommé à la tête du Centre dramatique régional de Poitou-Charentes où vous restez jusqu'en 2020. Parmi les nombreuses mises en scène, j'en ai compté plus d'une quarantaine, on peut citer L'Annonce faite à Marie, toujours Claudel, en 2014, Le Cid de Corneille, en 2016, Le Prince travesti de Marivaux, en 2018, Fribla, en 2019, La Maison de Bernarda Alba, en 2020, dernièrement Androma, créé en 22 et qui poursuit sa tournée, et Le Lumineux Procès de Jeanne, avec Judith Chemelin, qui poursuit également sa tournée. Musset, vous l'aviez déjà croisé avec deux mises en scène de Il ne faut jurer de rien et avec Lorenzaccio. Mais aujourd'hui, donc, le sujet de cette rencontre, c'est bien On ne badine pas avec l'amour. La pièce est en effet au programme de français en classe de première, dans le cadre d'un parcours intitulé Les jeux du cœur et de la parole. Le principe, c'est qu'on va essayer de structurer un peu cette rencontre par différents thèmes. Le travail de metteur en scène, le choix de la pièce, la distribution, la scénographie et le traitement de certaines scènes. Alors, vous avez monté cette pièce à la Comédie Française en 2011, au Vieux Colombier, avec Loïc Corbery dans le rôle de Perdican, Julie-Marie Parmentier dans celui de Camille, Suyane Brahim dans le rôle de Rosette, pour les personnages principaux, mais aussi Pierre Vial, Daniel Lebrun, Christian Blanc et Roland Bertin. Une première question qui nous a été transmise par le lycée Saint-Exupéry de Bellegarde sur Valserine, dans l'Ain, une classe de première. Déjà, question très générale, quelles ont été vos motivations pour devenir metteur en scène? Qu'est-ce qui est le plus dur lorsqu'on met en scène une pièce de théâtre? Merci, bonjour à tout le monde. Très heureux de vous rencontrer. C'est une belle pièce qui est au programme, en tout cas, Badine. Vraiment, Lucien fait partie de mes amours adolescentes, mais Badine est au pinacle pour moi, était vraiment au sommet de toutes les pièces de Musset que j'ai montées. Alors pourquoi la mise en scène? Mon père était avocat et dans la famille, j'étais celui dont on disait qu'il parlait le mieux. Vous verrez dans une heure si c'était une réputation qui avait tout lieu d'être ou pas du tout. Toujours est-il que j'étais celui qui parlait. Et donc, mon père m'a dit, tu seras avocat comme moi, tu feras ça très bien. Et comme c'était un avocat, je lui ai dit, on va passer un contrat. Je fais des études de droit, mais tu me laisses après le choix, enfin, vous me laissez, ma mère et moi, le choix de faire d'autres études. Nous en sommes convenus. Et après avoir fait le droit, d'abord, j'aimais beaucoup les études. Je me suis découvert un amour pour les études, donc j'ai fait les lettres. Mais le théâtre est revenu. J'ai continué j'ai fait du théâtre, bien sûr, en cours, et puis après, avec le théâtre universitaire, qui est un moyen plutôt intéressant d'aborder le théâtre. Et j'avais toujours d'excellentes critiques jusqu'à ce que sur un spectacle, j'ai de très mauvaises critiques. Et là, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que ça me fait si mal? Parce qu'il y a des choses qui sont désagréables, mais qui ne sont pas plus désagréables que ça, et on passe au-delà. Et je me suis rendu compte que si ça me faisait aussi mal que ça, c'est que j'avais reporté cette envie de théâtre et qu'elle était toujours là, qu'elle était fondamentale, et que si j'étais blessé à cause d'une mauvaise critique, c'est peut-être la seule fois qu'une critique m'a apporté quelque chose, c'est qu'il y avait quelque chose à creuser. Et donc là, je me suis inscrit dans une école que je vous conseille si vous voulez faire du théâtre, qui est à Bruxelles, qui s'appelle l'INSAS, Institut national supérieur des arts du spectacle, une école magnifique. Et où je suis rentré parce que j'avais la niaque tout de suite, sans difficulté, en tant que comédien. Mais en sortant, parce qu'on y abordait essentiellement des auteurs contemporains, qui sont certainement intéressants, mais j'avais une soif d'auteur classique aussi, pour me confronter à des langues
complexes, des langues qui sont, comment dire, comme des monuments, et il faut coller son oreille à ces monuments pour les entendre palpiter. Et même si j'étais content de travailler sur Rainer Müller, Peter Handke et d'autres à l'INSAS, j'avais envie de ces grands auteurs particulièrement français. C'est pour ça que je me suis présenté au Conservatoire de Paris. Après ça, j'ai commencé à travailler comme comédien, mais me suis donné quelques années. Alors, j'ai fait des choses, mais je pense que j'étais pas un grand comédien, franchement. Et j'ai dû faire certainement plaisir à certaines personnes quand j'ai arrêté. Ce qu'il y a, c'est que je suis allé à Avignon avec le conservatoire et avec des camarades, et là, je suis allé voir un de mes professeurs qui jouait Hamlet dans la mise en scène de Patrice Chéreau. Et à la fin de la représentation, je suis allé voir ce professeur, Gérard de Sarthe, pour le féliciter dans les coulisses de la cour d'honneur à Avignon. Et j'avais rencontré, il faut me suivre là, parce que je tricote, mais j'ai oublié un événement, c'est que la veille au soir, c'était le 14 juillet, on a fait la fête avec les amis à Villeneuve-les-Avignon, et la table à côté, c'était celle de Chéreau. Et à un moment donné, Chiro m'a posé des questions. Pourquoi moi il faut lui demander, mais c'est trop tard. Et on a commencé à parler, mais je répondais à ces questions avec la conversation que j'avais avec mes copains. Et donc, c'était deux conversations totalement absurdes, mais plutôt, c'était plutôt roulant. Et puis, je suis parti sans lui dire au revoir. Et le lendemain, donc, on retourne au Palais des Papes d'Avignon. Je parle avec Gérard de Sarthe qui joue à Hamlet. Et on entend un type au lointain, parce que ces loges sont très, très grandes, qui nous tombe dessus en hurlant. De Sarthe me dit, c'est Chéreau qui va m'engueuler parce que j'étais mauvais, mais pas du tout. C'est Chéreau qui m'engueule moi parce que je suis parti hier, la veille, sans lui dire au revoir. Je suis très mal élevé. Donc il m'a dit, voyez, venez me voir demain à mon hôtel. Je vais à son hôtel le lendemain, on parle, et à la fin, il me dit, je n'ai rien à vous proposer comme comédien, mais je pense que vous ne perdrez pas votre temps si vous êtes mon assistant. Je suis devenu son assistant, 5 ans, j'ai eu de la chance, il y avait du théâtre, Coltès, magnifique, La solitude des champs de coton, et puis un opéra, Berg, Wojciech, et puis un film, La Reine Margot. Et voilà, donc j'ai été son assistant 5 ans, mais au cours de ces 5 années, j'ai découvert le plaisir de voir ce que c'était que la mise en scène. Et sur la dernière, c'était La solitude des champs de coton. Comme lui jouait, il m'a demandé de le remplacer à certains moments comme comédien. Je me suis retrouvé sur le plateau, dirigé par lui, avec une espèce de schizophrénie, parce que j'étais à la fois son assistant, j'étais le rôle qu'il jouait, il me dirigeait comme si c'était lui. C'était un salmigondis assez riche, mais je me suis senti, en tant que comédien, dirigé et aimé par un metteur en scène de telle manière que je me suis dit, aucun metteur en scène ne me dirigera et ne m'aimera autant que je le suis là maintenant. Donc la seule chose que je peux faire pour retrouver autant d'amour, c'est le donner, cet amour, et devenir moi-même metteur en scène. Voilà, donc j'ai annoncé à Chiro que j'étais metteur en scène. Il m'est tombé dessus comme la petite vérole sur le bas clergé, en m'engueulant net comme carpette. Et donc, je lui ai dit la chose qu'il m'avait dit tout au début. Un metteur en scène, c'est un voleur à l'étalage. Je pense que je ne me suis pas trompé d'étalage. Je t'ai beaucoup volé, mais tu l'as fait toi aussi avec Streller, avec Planchon et avec d'autres. Chacun son tour. Bye bye. Voilà, il m'en a beaucoup voulu. Il est venu voir mes premières mises en scène. Chaque fois, il trouvait des choses à redire. Par exemple, quand j'ai monté Yvonne Princesse de Bourgogne, il m'engueulait en disant j'ai beaucoup trop ri. Alors que, et ça va nous emmener vers Badine, euh, la tragédie comporte des éléments essentiels. Aristote en nomme 7, et dans les 7 éléments essentiels, il y en a deux que je trouve vraiment formidables, qui sont les liens du sang, et là il y en a évidemment dans Badine, et le rire. Donc s'il n'y a pas de rire, ça devient un mélodrame, c'est-à-dire la pire chose que le 19e ait pu inventer. Il faut rester dans la tragédie sur l'idée qu'une vraie tragédie ne fonctionne que s'il y a du rire. Voilà, les films de Chaplin en sont remplis, mais aussi quand vous voyez quelqu'un se prendre une porte de magasin parce qu'elle est translucide et qu'il a très mal, ça vous fait d'abord rire. Et aux obsèques, ça nous arrive régulièrement de rire. Donc, ce sont des éléments fondamentaux. Et voilà, je suis parti et j'ai commencé à mettre en scène. Et vous me demandiez qu'est-ce qui est le plus difficile dans la mise en scène, c'est de faire le deuil de ses idées. Ma première mise en scène, vous le disiez tout à l'heure, à moi, la campagne de Tourguenieff, eh bien quand vous avez quand vous montez une pièce, là par exemple, si je reprends ma brochure de On ne badine pas avec l'amour, à l'intérieur, ben, vous avez une page avec le texte et de l'autre quelques notes. Et dans ma première mise en scène, moi la campagne, la page de gauche où je mettais mes notes, elle était noire de notes. Parce qu'évidemment, c'est la première fois que je mettais en scène, je me disais, il faut que j'ai des garde-fous, il faut que j'ai des idées, aussi peut-être une certaine tension, aussi pas d'appréhension face à certains grands comédiens qui étaient en face de moi.
Et je me suis rendu compte au fur et à mesure, et heureusement que je n'ai pas attendu la deuxième mise en scène pour m'en rendre compte, qu'il fallait surtout être disponible au comédien qu'on a en face de soi. Parce que la mise en scène, au bout du compte, vous la signez, mais c'est une œuvre collective. Et si vous changez un élément, une seule personne de la, mise en, de la distribution, ben, la mise en scène change aussi. Donc il fallait faire avec ceux qui étaient en face de moi. Ils m'ont fait confiance sur le texte, ils m'ont fait confiance sur les idées que je leur ai données au départ. Après, c'est à moi de leur faire confiance. Donc l'essentiel de la mise en scène, me semble-t-il, c'est d'arriver à cette écoute. Et d'ailleurs, sur ma deuxième mise en scène, la page de gauche, il n'y avait plus que la moitié qui était remplie. Au bout de 3 mises en scène, il n'y avait plus rien à gauche. Quand je commençais mes répétitions, c'était vierge. Et après, je rajoutais des petites choses, mais à partir de ce qu'on travaillait ensemble. Ouais, Voilà. merci déjà pour cette magnifique introduction. Justement, Badine, parce que la pièce n'avait pas été jouée à la Comédie Française depuis 78, donc avant votre mise en scène, et au final, elle n'est pas si souvent montée. Et du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de la monter? Est-ce que c'était une demande de la Comédie Française ou est-ce que c'était une volonté de votre part? Une question du lycée français de Vienne, qui est ici présent. Voilà, quel thème vous a particulièrement intéressé dans cette pièce? Pourquoi cette pièce, en fait? C'est une pièce que je voulais monter depuis longtemps. Et il se fait, ça c'est des hasards qu'on ne maîtrise pas toujours, que d'autres se sont précipités au devant de moi avant Badine, qui sont Il ne faut jurer de rien, qui est une pièce, je dirais, mineure de Musset, mais dans laquelle j'avais insufflé beaucoup de choses tirées de ses échanges épistolaires à l'époque, dans lesquels il avait une langue qui était parfois beaucoup plus virulente et forte. Donc, il n'y avait pas un mot qui n'était pas de Musset, mais je suis allé chercher parfois donc, dans ses lettres. Et puis après, Lorenzaccio s'est imposé. Pourquoi s'est imposé, je ne sais plus. Peut-être parfois parce qu'il suffit que tout d'un coup, il y ait une coïncidence entre un personnage et un comédien. Voilà, et il m'a semblé évident que Lorenzaccio devait être Mathieu Jeunet, donc j'ai monté Lorenzaccio. Et Badine est arrivé dans un dialogue assez riche avec Muriel Mayette, qui était administratrice de la Comédie Française à l'époque, euh, où tout d'un coup, elle voulait monter le projet, mais elle savait plus. Elle avait besoin, elle voulait monter la pièce, et il y avait une espèce d'urgence à trouver un metteur en scène. Elle me l'a proposé, et donc ça s'est introduit à l'intérieur de mon parcours. C'est une année où j'ai monté plusieurs mises en scène, fait plusieurs mises en scène, ce qui était plutôt rare. J'aime bien n'en faire qu'une à la fois. Euh, Elle est arrivée et en fait c'était un vieux rendez-vous, j'allais dire adolescent. C'est un auteur que j'ai toujours particulièrement affectionné, notamment parce qu'il était mal aimé, parce qu'il avait une vie de bâton de chaise. On sait quelles étaient ses frasques et tout ce qu'il a pu aussi commettre comme bêtises dans sa vie, qui l'ont raccourci et qui ont fait qu'au bout d'un moment, ben, il n'avait plus grand-chose à dire, tellement il avait brûlé la chandelle par les deux bouts. Mais Badine, euh, il me fallait un petit peu de temps, c'est pour ça que c'est bien que je ne l'ai pas monté tout de suite, parce que il me semblait qu'il fallait quand même un peu de patte et pour inscrire sa patte sur la pièce. Il fallait du recul pour moi pour pouvoir arriver à parler de cet endroit où les parents ne sont pas là pour dire oui ou non. Euh, et donc, comment on peut arriver à ces tragédies quand il y a tout sauf une parole forte avec un oui clair, avec des non clairs. Euh, et la pièce raconte comment se fabrique une première expérience, ce qu'on fait de cette première expérience, qui est décisif pour la suite de l'existence. Et je trouvais ça à ce moment-là particulièrement intéressant pour moi parce que ça me plongeait dans l'idée d'une famille déchirée. Les enfants n'ont pas de mère, on ne les voit pas dans la pièce. Ils doivent construire leur repère entre eux sans avoir de père, ou à peu près. Ils sont quasiment absents. Euh, c'est pour ça aussi que j'ai tenu à mettre des accents à des endroits peut-être qu'on ne voit pas trop dans la pièce sur le lien affectif, par exemple, entre Briden et Rosette, qui évoluent tous deux dans l'environnement du château et sont proches de longue date. Et je voulais aussi passer par le biais de la distance historique. Comment dire, j'ai toujours aimé ça. Il faut toujours un point de vue quand on met en scène, quitte à en changer. Donc il faut trouver, partir d'une cohérence aventureuse
Voilà, en mise en scène, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, ça c'est sûr. Donc il faut une chose claire, et la distance historique, c'est la meilleure manière pour moi de parler d'aujourd'hui, au contraire du journal télévisé. Euh, il est plus facile de croire d'emblée à une histoire, quelle qu'elle soit, lorsqu'elle est précisément située dans le temps. Et il me semblait que le temps idéal, c'était la fin des années 50, début des années 60. C'est-à-dire cette époque où les anciens nous parlaient de la guerre, de cette expérience qu'ils avaient vécue, période de privation, à laquelle avait succédé un grand vent de liberté et un besoin de dévorer la vie. Et en même temps, une guerre qui a laissé beaucoup de familles sans frères, sans père. Et ça me paraissait intéressant parce que ça me permettait de faire se rencontrer des très jeunes et des anciens. Je voulais que les parents, enfin les parents, le baron, les curés et Dame Pluche soient très anciens. Donc je voulais qu'ils aient tous quasiment 80 ans pour qu'on se retrouve dans cette situation que vous, peut-être élèves, avez connue, quand de temps en temps vous allez en vacances chez vos grands-parents et qu'il y a tout d'un coup plus d'adultes au sens des parents. Et vous avez 10, 15 ans et vous avez en face de vous des septuagénaires, des octogénaires. Il se crée là quelque chose qui est à la fois d'une grande liberté et porteur de danger, mais de quelque chose qui est d'une grande richesse que je voulais raconter dans la pièce. Et voilà. On va justement aller sur la distribution parce que cette distribution déjà, bon, la Comédie Française, on connaît son fonctionnement et parfois on vous impose quand même certains des comédiens, mais là, j'imagine que la distribution, vous l'avez quand même beaucoup orientée et qui correspond à ce que vous venez de dire sur la différence d'âge. On a les quatre seniors de la pièce, que ce soit Pierre Vial, qui avait déjà, je pense, en effet, un bon octogénaire à l'époque, euh, Daniel Lebrun, etc. Donc il y avait ce choix-là, justement, d'un vrai gap générationnel entre les trois personnages principaux et donc les quatre aînés. Oui. J'avais déjà travaillé avec un des aînés, qui est Roland Bertin, immense comédien, qui était un comédien du français pendant longtemps. Alors au français, à la comédie française, si on peut faire venir des comédiens qui n'y sont plus, il faut qu'ils aient été, si je me souviens bien, pensionnaires. Et un certain temps. Du coup, après, ils deviennent comédiens honoraires. Étant comédiens honoraires, ils restent attachés à la maison, on peut les faire revenir. Mais Roland Bertin, j'avais travaillé plusieurs fois avec lui une fois qu'il avait quitté la comédie française et il était honoraire, donc j'ai pu aller le chercher. Pierre Vial aussi. Au début, il y avait Hélène Surgère. Alors, Hélène Surgère a eu la très mauvaise idée de casser sa pipe pendant les répétitions. Et donc, c'était une grande douleur pour nous que cette immense comédienne disparaisse et meure pendant la répétition. C'est la seule fois de ma vie où c'est arrivé. Mais en même temps, comment dire, elle racontait. D'abord, elle a raconté beaucoup de choses sur la guerre et qui étaient très riches, qui nous ont beaucoup nourris. Et puis, comment dire, et mon pari étant de travailler avec des comédiens âgés, inévitablement, ben voilà, la vie vous chope à un moment que vous auriez désiré plus tardif, mais c'est là que ça arrive. Mais ça racontait, ça nourrissait des choses pour la pièce. Euh, Me semble-t-il. En tout cas, c'était très important d'avoir ces expériences si diverses. Pour les jeunes comédiens, d'entendre des octogénaires parler théâtre et raconter toutes les histoires qu'ils avaient vécues en tant que comédiens, parce que les comédiens sont friands d'histoires de comédiens, c'était passionnant parce que une partie du métier se raconte à ce moment-là aussi. Et pour les anciens, c'était passionnant aussi de travailler avec des tout jeunes comédiens qui leur renvoyaient une fraîcheur absolument rock'n'roll, notamment parce que la musique était une musique plutôt des années 50-60, donc le début du rock. Donc c'était une confrontation de vitalité différente et d'expériences qui était très porteuse pour la pièce. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à mélanger, comme je le fais très souvent, les générations. Est-ce que c'était votre question? Oui, tout à fait, ça va très bien. Il y avait une question aussi on va entrer un peu plus dans les choix de mise en scène. Une question du lycée Saint-Exupéry sur justement un des défis de ce texte, c'est les scènes de témoins cachés. Et donc de revenir sur vos choix de mise en scène par rapport à ces scènes de témoins cachés. Mhm. Comment vous les avez abordés, etc. Parce qu'il y a tout dans le texte. Bon, les didascalies ne sont pas si nombreuses, mais il y a une diversité de lieux assez étonnante. Voilà. Donc, comment vous avez abordé ces défis de la question des lieux et la question des fameux témoins cachés?
Il y a d'abord certainement une forme d'atavisme chez moi qui est liée à la curiosité euh, que je balade partout avec mes pensées. Donc, je suis quelqu'un qui observe beaucoup et j'aime beaucoup regarder des situations dans la vie en étant si possible caché. Je n'y arrive pas toujours d'ailleurs. Et régulièrement, mes proches me le font sentir en disant, mais on ne voit que toi qui es en train de regarder ces gens ou de les écouter. Voilà, alors parfois ça peut se rapprocher d'une forme d'indiscrétion, mais c'est toujours l'idée de voler à l'étalage. Donc j'aime ça, être ce témoin de choses euh, qui parfois vous fait vivre à distance, mais aussi vous fait sentir, vous palpiter la vie au-delà de ce que vous pourriez trouver dans un film, dans un livre. Il y a cette chose-là. Mais il y a surtout la vertu au théâtre, me semble-t-il, euh, je ne donne quasiment jamais les didascalies aux comédiens. Quand je leur donne le texte, je les supprime très souvent, de façon à ce qu'eux aient toute liberté. Donc, euh, quand dans une scène, il est indiqué, ben, c'est une scène entre Camille et Perdican, et puis c'est tout, c'est les seuls acteurs qui sont là. Ce qui m'intéresse, c'est de voir, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de rajouter quelqu'un qui est sous la table, quelqu'un qui est en dessous du lit et qui regarde. Et ça ne change rien d'une certaine manière pour les comédiens qui sont sur le plateau en train de jouer la scène, sauf s'ils découvrent la personne cachée, ce qui peut arriver, mais la plupart du temps, ils ne la voient pas. Ça change tout pour le spectateur. Parce que du coup, c'est une manière pour lui d'être présent sur le plateau à travers le regard d'une tierce personne qui n'était pas prévue au départ. Ce qui fait aussi que les scènes suivantes, elles sont riches de ce que vous avez vécu en tant que personnage caché. Mais c'est surtout l'effet que ça donne, me semble-t-il, ça nourrit chez le spectateur, de voir que ce qu'on croyait privé n'est peut-être pas si privé que ça. Et particulièrement dans cette pièce où beaucoup de choses se passent à l'intérieur, mais d'un lieu, ce château, dont on imagine aisément, on n'est pas obligé d'avoir une vie de château pour se l'imaginer, qu'il y a 36 pièces et qu'on peut voir des choses en passant dans un couloir qui se passe dans une pièce qui n'est pas tout à fait fermée ou à travers une lucarne. Voilà, ce sont des espaces complexes où ce qu'on croyait vivre à deux, finalement, eh bien, est su d'autres personnes. Ça décuple, me semble-t-il, le sentiment qu'on peut avoir en regardant ce qui s'y passe. J'étais par exemple fasciné enfant, comme mon père, toujours l'avocat dont je vous parlais, mais qui jouait du violoncelle et qui en jouait très bien, répétait seul du violoncelle parfois. Euh, et, et, et je me souviens de l'avoir vu jouer avec ce violoncelle qui a une voix de femme et qu'il tenait entre ses jambes, ce qui est très troublant pour un adolescent parce que tout d'un coup, on entend une femme entre les jambes de son père qui est en train de chanter. Et voilà, c'est très troublant. Et je voyais de l'autre côté, à travers une porte, quelqu'un d'autre de la famille qui voyait la même chose que moi. Donc tout ça prenait des proportions gigantesques. Je suis devenu totalement pivoine certainement, et je me suis enfui avec le sentiment d'avoir assisté à quelque chose de totalement intime, beaucoup trop intime. Mais ça m'est resté parce que je me suis dit, je n'ai rien volé à mon père, mais en même temps, c'est quelque chose qui m'a nourri et que je voudrais retrouver. Quand j'étais lycéen, quand j'avais votre âge, Badine était, je ne sais pas si c'était au programme, mais nous avions une très jeune professeure de français et qui avait à peine plus que notre âge. Voilà, moi je devais avoir 17 ans. On était dans une classe, c'était à l'époque des classes où il n'y avait que des garçons. Et ce professeur avait décidé de nous lire des extraits de Badine. Elle était très pâle de visage, avec des cheveux très sombres, noirs. Elle a remonté ses manches et on voyait ses bras tout pâles avec un léger duvet noir. Elle a commencé à lire la pièce et nous, les 30 garçons, on la voyait se transformer au fur et à mesure. De pâle qu'elle était, elle est devenue pourpre Bordeaux. C'était très impressionnant. Elle est passée, je ne sais pas, de 36,7 à 42. Euh, et en face, nous, on la suivait avec la même chaleur et on voyait ses poils qui se dressaient sur ses avant-bras. C'était invraisemblable. Et à la fin, elle a fermé le livre et elle nous a dit, c'est à ça qu'on reconnaît un grand auteur, c'est qu'il vous donne la chair de poule.
Mais Badine m'est resté toute ma vie en me disant, mais si c'est ça la chair de poule, mais je monterai Badine un jour, absolument. Il faut que je sois sur le plateau ou derrière, mais au bon endroit en tout cas, pour retrouver cette chose-là. Je lui sais gré de nous avoir fait vivre, et je vous le souhaite, et je suis convaincu d'ailleurs que vous avez des professeurs qui vous donnent la chair de poule, parce qu'en effet, les grands auteurs sont là pour ça. Merci pour ce plaidoyer pour la lecture à voix haute en classe. Parce que c'est en effet d'un point de vue pédagogique tout à fait important. Je reviens sur la question de la scénographie, parce que malheureusement, donc on ne peut pas avoir accès à la captation du spectacle, mais concrètement, donc, comment ça se passait, ces scènes de témoins cachés? Quelle était parce qu'on a des photos du spectacle, mais pour que les élèves comprennent exactement comment vous disposiez les comédiens, que ce soit la scène Camille Perdican, enfin la scène Rosette Perdican avec Camille derrière, enfin voilà, concrètement, comment ça se passait? Alors, donc je vous ai dit, les années 50-60, ça me paraissait intéressant. Les costumes aussi, la musique aussi, tout ça va avec. Le décalage est toujours intéressant, me semble-t-il, parce que vous ne changez pas un mot, mais plaçant l'histoire à un autre endroit et à un autre moment que ce que l'auteur a imaginé, vous ne changez rien à la structure fondamentale de la dramaturgie, mais vous, vous, vous rassemblez des images différentes. Ce qui est toujours intéressant, c'est d'aller chercher des images qui sont lointaines, mais qui ont un lien même ténu entre elles. Si vous rapprochez deux images, l'une qui sont toutes les deux proches et qui racontent quasiment la même chose, ça n'a pas grand-chose d'intéressant. C'est comme si vous disiez au théâtre, j'ai froid, et que vous fassiez ce geste, que vous faites ce geste en même temps, ça n'a aucun intérêt, on est bien d'accord. Donc il faut choisir des images lointaines, mais qui ont un lien entre elles, et dès lors ça peut, je crois, provoquer des explosions. C'est comme les associations d'idées qu'on a en tête. Vous pensez à une chose, et 2 secondes après, vous êtes, alors que vous pensiez, vous vous demandiez si vous aviez mis de l'argent pour le parking de votre voiture, et 3 secondes plus tard, vous en êtes à l'idée que votre ami est en train de se séparer de son ami avec qui depuis 10 ans. Comment êtes-vous arrivé à ça? Et vous disiez, ah oui, vous vous dites, ah oui, c'est parce que ma voiture est à telle marque, et telle marque, je l'ai achetée chez tel marchand, qui lui-même avait dans son salon un hérisson empaillé, etc. Et vous arrivez à la copine qui se sépare. Bon, alors, pour revenir à votre question, la première personne avec qui je parle quand je monte une pièce, c'est avec mon scénographe, qui est le même depuis 20 ans, 25 ans, Damien Caille-Perret, immense scénographe. Parce que c'est important de savoir donc où on pose la pièce, et quel va être d'une certaine manière le jeu, le Playmobil avec lequel les comédiens vont pouvoir jouer. Et il leur faut quelque chose d'excitant. S'ils arrivent et qu'on leur montre la maquette et que ça leur raconte pas grand-chose, c'est une catastrophe. Voilà, je me souviens d'un immense comédien qui est maintenant, enfin, qui vient de quitter la Comédie Française, Hervé Pierre. Quand je lui ai montré la scénographie de Oncle Vanya Tchekhov, il m'a dit enfin une scénographie qui nous permet d'inventer des choses, nous, comédiens, et de ne pas être enfermés dans quelque chose qui est une idée comme ça, un peu d'architecte, du metteur en scène et du scénographe. Donc avec Damien, on a prévu, on a imaginé quelque chose qui nous permettait de donner l'intérieur et l'extérieur, sachant que le plateau, ouais, voilà, il n'est pas très grand au Vieux Colombier. Et donc, comment on peut, en transformant les choses très légèrement, passer de l'intérieur à l'extérieur? euh, c'est pour ça qu'on avait prévu à l'intérieur, l'élément essentiel était un grand billard. Le billard est un élément très intéressant parce que, bien sûr, c'est une espèce de mise en abîme du jeu, mais aussi d'une certaine manière une forme de danger parce que vous avez ces cannes en main qui peuvent se transformer, parce que vous avez ces boules qui roulent, qui peuvent raconter des destinées. Enfin, chacun peut se raconter ce qu'il veut, mais aussi parce que vous pouvez vous mettre en dessous, parce que vous pouvez, ça peut devenir un lit. Un endroit sur lequel vous vous couchez, ou vous montez. Enfin, c'est extrêmement riche, le billard. Je l'ai fait 2 fois en 30 ans, 2 fois un billard. Et aussi parce qu'on avait imaginé sur un système de tampons que ce billard pouvait descendre. Et donc, le dessus du billard vert, puisque c'est une toile verte, un billard la plupart du temps, quand vous le descendez, que vous le mettez au niveau du sol, mais ça devient comme un parterre vert. Et donc, l'intérieur se transformait en scène de La Fontaine où il y avait tout d'un coup comme un grand espace, parce que c'était un grand billard, une verdure. Euh, et ce que nous voulions aussi, c'est qu'il puisse y avoir, il y avait une porte à jardin qui permettait, comme elle était grande, d'entrevoir que quelqu'un
s'y cachait, mais aussi il y avait une espèce de rideau brechtien au lointain euh, qui permettait à certains personnages de passer derrière et en fonction de la lumière, on les voyait ou on ne les voyait pas. Euh, Ça, c'était assez riche, doublé de ce miroir, un grand miroir au-dessus, qui est un miroir comme on en trouve dans les châteaux, mais qui permettait de voir ou d'être vu à l'insu de ceux qui sont devant ou derrière. Enfin bon, il y avait tout ce système qui permettait d'enrichir, comment dire, les axes, un peu comme au cinéma. Voilà. Merci pour toutes ces précisions. Si on revient sur le miroir, justement, qui était un élément très important quand même de la scénographie, c'est sûr qu'aujourd'hui, est-ce que vous garderiez ce miroir? Parce qu'aujourd'hui, le miroir prend peut-être un autre sens, en particulier par rapport à la jeunesse, le fait de se regarder, le fait de... Je pense à tous ces gestes, hein, sans penser à mal hein, auprès des jeunes qui sont là, mais ce rapport à sa propre image, aujourd'hui, c'est énormément développé. Et là, ce n'était pas le cas. Enfin, je pense que ce n'était pas du tout votre idée dans la mise en scène. Mais est-ce que vous garderiez ce miroir aujourd'hui par rapport à cette problématique-là de la conscience de son image? Je vais botter en touche là. Vous connaissez la phrase, vous connaissez la phrase de Maurice Blanchot, la réponse est le malheur de la question. Je vais vous répondre parce que je ne referai pas cette mise en scène. Ouais, Donc, me demander si je refaisais une mise en scène, est-ce que je laisserais le miroir, je suis infichu de vous répondre. d'accord. Pas de souci. Je vois une question de François Wittersheim. À observer votre parcours, vos mises en scène, on observe votre intérêt pour le texte et la langue. En quoi la langue de Musset est-elle différente? Comment la travaille-t-on pour la scène? Vous avez mis en scène Maeterlinck, qui n'est plus guère monté actuellement. À votre avis, pourquoi? Est-ce là aussi un problème de langue, de style? Est-il passé de mode? Je pense qu'il a une mauvaise réputation en Musset. Et aujourd'hui, en effet, il est peu monté. Euh, et je peux rien y dire. Moi, je l'aime. Voilà, je ne me demande pas pourquoi quelqu'un que j'aime n'est pas aimé par quelqu'un d'autre. Moi, je l'aime. Mais je suis particulièrement sensible, ça je peux dire, à son art de la ponctuation, qui donne un souffle vraiment d'une immense richesse. C'est quelqu'un qui a beaucoup fréquenté un certain nombre de musiciens. Je pense qu'il était sensible à ce qu'on pourrait appeler une partition. Les envolées, les moments lyriques, le rythme sont toujours conduits avec une très grande habileté à ponctuer. D'ailleurs, dans les tirades, les points tardent toujours à venir, tandis que les exclamations sont nombreuses, de même que les interrogations. Et la prose de Musset met en valeur la formule de ce qu'on pourrait appeler la formule de la période classique, protase, acmé, apodose. Donc techniquement, c'est riche parce qu'il faut négocier la montée en puissance en s'appuyant sur la ponctuation de Musset et en la respectant. J'ai vu une mise en scène de la dernière réplique prononcée par Camille. Elle est morte, adieu Perdican, où les deux derniers termes, adieu et Perdican, c'est séparé par un point. Ce qui produisait à peu près l'effet suivant. Elle est morte, adieu. Perdican. Et la Ouais. comédienne criait le nom de Perdican à la faveur d'une distorsion de la ponctuation, comme si tout d'un coup, elle est morte, bon, c'est une chose, mais Perdican, je t'adore. Alors que c'est écrit, elle est morte, point d'exclamation, adieu, virgule, Perdican. Et je pense que l'interprétation que j'ai vue n'enrichit absolument pas le sens. Le théâtre de Musset exige presque des qualités de chanteur de la part de l'acteur. Car pour accéder au naturel, une forme de naturel, même si plus on est faux, plus on est juste au théâtre, mais il faut trouver un faux intéressant qui a cette qualité d'authenticité. Et bien pour ça, il faut suivre sa prosodie fine, qui est très finement travaillée. Donc il faut faire l'humilité, faire acte d'humilité quand on aborde Musset et se retirer en quelque sorte pour laisser passer et laisser entrer la musique de sa prose. Et c'est Ah bah, là que... je Oui, dites-moi. rebondis tout de suite parce que je connais aussi votre goût pour Claudel et là, il y a un lien pour moi assez évident sur la question à la fois de la musicalité de la langue, de l'importance en effet de la ponctuation. Il y a ce point commun entre les deux, visiblement, qui vous intéresse dans ces deux écritures. Oui, oui, vraiment. Alors, je ne sais pas ce que Claudel pensait de Musset, mais Claudel il pouvait être très méchant avec les uns et les autres. Donc, à la limite, c'est juste amusant, sa méchanceté, mais peu importe. Lui, il ne parlait que de Racine et de Rimbaud comme ses maîtres. Bon, on peut trouver pire, hein. Rimbaud, Racine, ça va.
Mais Musset, comme Claudel, en effet, ont cet attachement. Claudel le dit plus clairement parce qu'il donne des intentions. Il y a plein de notes sur sur l'interprétation. Donc Claudel, il a ce génie d'avoir réinventé la, la versification française, puisqu'il y a il y a le vers claudélien, comme il y a le vers racinien, aussi riche. Et Claudel, par exemple, il dit à cet endroit, j'aimerais bien que vous arrêtiez, que vous respiriez. Mais ça arrive parfois après une syllabe, deux syllabes, 10 syllabes, 20 syllabes, 40 syllabes. Il faut garder son souffle pendant tout ce temps-là, jusqu'à l'endroit où il nous invite à respirer. Et là, vous respirez et vous prenez le temps que vous voulez. Vous pouvez faire le tour du pâté de maison, puis revenir. Et c'est extraordinaire parce qu'il met toujours ses respirations à un endroit totalement inattendu. Et il casse cette espèce de ratiocination de philosophie cartésienne à la française. Et donc, il nous met dans un état asthmatique très impressionnant. Musset, c'est plus dans cette montée dont je parlais, protase, acmé, apodose, qui fait que j'avais le sentiment parfois, en mettant cette badine et en leur demandant d'être attentifs à cette prosodie, que ça les mettait dans un état incroyable, comme s'ils avaient fumé je ne sais pas quel shit ou bouffé des champignons hallucinogènes. Euh, et il y avait une telle impudeur sur le plateau que je me sentais presque de trop, en me disant cette fois-ci, il faudrait peut-être que j'arrête d'être le voyeur de service et que je m'en aille. Et ça, c'était vraiment le fruit de leur attention à cette prosodie. Et de ne mettre le point qu'à la toute fin. Et s'il y a un long, un lyrisme qui nous porte avec une série de ponctuations qui n'invite pas à fermer le sens, eh bien, il faut se laisser embarquer jusqu'au bout parce que ça les met dans des états, ça nous met dans des états pas possibles. Et du coup, ils font des choses absolument invraisemblables qu'ils n'avaient sans doute pas prévues. Et c'est là qu'arrive la forme d'improvisation qui est toujours intéressante au théâtre, qui n'est pas comment dire, de faire des improvisations où on essaierait de mettre les personnages dans les situations les plus invraisemblables, mais c'est de faire confiance au texte. Euh, et faire confiance au texte, d'une certaine manière, c'est se dire qu'il y a plus intéressant que moi. Quoi qu'il en soit, ce que le comédien a en lui, il apparaîtra toujours sur le plateau. Mais ce n'est pas intéressant de voir un comédien ou une comédienne qui arrive en disant je vais vous jouer Phèdre et c'est très compliqué et c'est une vie terrifiante ce qu'elle vit et de s'étaler sur le plateau en nous faisant sa psychanalyse plutôt que d'arriver dans une grande modestie et en jouant comment dire, en donnant à ce texte toute sa chance qui fait qu'au bout du compte, en étant comme la grande qualité qu'on peut accorder aux vases chinois, c'est non pas les dessins qu'il y a autour, mais c'est le vide à l'intérieur qu'il propose pour accueillir des fleurs. Et ce vide-là, d'une certaine manière, permet à la personne qui fait cet acte d'humilité de laisser advenir certaines choses personnelles d'elle. Ce qui fait que d'un soir à l'autre, même si vous faites exactement la même chose, eh bien, ce sera totalement différent. Merci. Alors, plusieurs questions qui sont arrivées. On a une question de Frédéric Andréoletti sur Bézi. J'espère que je prononce le nom correctement. Bonjour, je trouve le personnage de Camille très ambivalent. Je n'ai pas vu votre mise en scène, mais pouvez-vous nous communiquer votre avis sur ce sujet? C'est difficile pour moi, après coup, de les séparer des comédiens qui les ont joués. Ah, Et Julie-Marie Parmentier est une comédienne qui s'est fait très rare, malheureusement pour nous. C'est une comédienne absolument exceptionnelle. Euh, et moi, c'est un personnage. Il faut dire, je monte toujours une pièce, je m'en suis rendu compte avec le temps, en ayant sans doute le regard d'un des personnages féminins. C'est à travers elle que je vois les choses. Et moi, je le voyais à travers Camille. Et je trouvais cette espèce de... Elle revient donc de son couvent, mais transformer le couvent aujourd'hui, dites-vous, tiens, quel serait un endroit qui pourrait être semblable aujourd'hui, où elle a rencontré quelqu'un qui lui a farci l'esprit avec ses idées euh, très, comment dire, très restreignantes, très abusives presque, on pourrait dire. Euh, et elle sort de là pétrie de ces inepties-là, et elle se retrouve face à un jeune homme qui est monté sur les barricades de mai 68. Euh, et c'est donc deux tempéraments qui, s'ils étaient très proches quand ils étaient enfants, tout d'un coup se rendent
compte qu'ils ont choisi des chemins très éloignés. Ça nous arrive parfois, peut-être pas à votre âge, mais de rencontrer des êtres qu'on a bien aimés, qu'on a bien connus des années plus tard. Et c'est parfois irréconciliable, mais c'est donc ce choc des deux sensibilités qui me paraissait extrêmement riche. Et si je n'avais pas donné confiance, et si je ne m'étais pas dit chacun porte quelque chose d'important, de riche, je serais passé à côté. J'essaie de ne pas faire de psychologie. À chacun son malheur. Le malheur des comédiens, c'est la psychologie. Le malheur des metteurs en scène, chacun en a un. Moi, c'est la sociologie. Donc, il faut essayer d'éviter ces malheurs-là parce que ça vous enferme à l'intérieur de carcans qui vous limitent et du coup qui vous contraignent à n'avoir qu'une idée d'un personnage, qu'une couleur. Or, ce qui est intéressant au théâtre, et particulièrement dans le théâtre public, le théâtre privé c'est autre chose, c'est du commerce, dans le théâtre public, c'est de proposer quelque chose qui soit, comment dire, ouvert, avec des sens ouverts. Rien ne peut me faire plus plaisir en sortant de spectacle quand on fait un bord plateau que quelqu'un me pose des questions sur la scénographie. Et quand on pose la question à 10 spectateurs, il y a 10 interprétations différentes sur la scénographie. Voilà 10 choses différentes que ça leur représente. Ou 10 interprétations, 10 sentiments différents sur tel ou tel personnage. Donc voilà, elle arrive avec ces idées-là et il y a cette réplique extraordinaire quand même. Euh, tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, vous la connaissez, celle-là. Sans le savoir, on a ce perdicant qui, à un moment donné, sent que sa cousine est dans un enfermement qu'il aimerait, mais qu'il faut l'aider à faire, qu'il aimerait qu'on la fasse craquer. Et ce qu'il lui dit, cette espèce d'attaque virulente avec la violence qu'on peut avoir dans ces moments-là, quand on a le sentiment d'être en face de quelque chose de bloqué, eh bien, c'est une forme de déclaration d'amour sans qu'il le sache. Et je trouve que c'est extrêmement séduisant, surtout pour une âme aussi exaltée que celle de Camille. Parce que derrière son âme, comme ça, radicale, il y a une exaltation. C'est toujours intéressant d'essayer de voir de pousser les sentiments d'un personnage le plus loin possible, jusqu'où on peut les mener, euh, pour voir ce que ça révèle derrière, par en dessous. Si on fait les choses à moitié, ça n'a rien d'intéressant. Il faut être tout chaud ou tout froid, mais jamais tiède. Dieu vomit les tièdes, je crois que c'est dans la Genèse. Donc, Perdican, à ce moment-là, il sait presque plus ce qui lui est arrivé. Et d'ailleurs, Camille ne répond pas. Ouais. Euh, donc, il y a une porte qui s'ouvre chez Camille, alors qu'elle peut-être se ferme-t-elle chez Perdican, avec cette vieille idée qu'on retrouve dans Andromaque, par exemple, des rendez-vous ratés. Mais il faut qu'on hésite jusqu'au bout dans notre amour pour Camille et Perdican, qu'on a envie de rentrer dans les ordres à un moment donné, parce que Camille, parfois, elle est convaincante, autant que d'aimer sans compter ni relâche, comme Perdican le fait. Donc, alors, les deux m'attiraient beaucoup et je pense que j'aurais rencontré une Camille, je n'aurais eu de cesse que de vouloir la convaincre de lâcher ses chiens. Et question également sur Rosette, et en particulier sur, alors là c'est une question de Virginie Lafourcade, comment avez-vous aidé l'actrice qui joue Rosette, notamment dans la scène très émouvante avec Perdican à l'acte 2, j'imagine que c'est la scène 3, hein, je pense que c'est la scène 3. Une scène plutôt courte mais pleine de sens, oui c'est celle-là, avec cette goutte de pluie qui tue sans doute une larme. Très belle scène, mais c'est comme les personnages qu'on appelle fantoches, les anciens. Le personnage, ce personnage-là, très souvent, on l'a réduit à une espèce de, comment dire, de faire valoir. Alors qu'il est essentiel, la pièce ne tient pas debout sans ce personnage. D'abord parce qu'elle enrichit aussi la dimension politique avec les rapports entre classes sociales. Rosette, voilà, elle est d'une classe sociale, les curés, c'en est une autre, le baron est perdicant, petite noblesse, Camille, elle, qui est influencée par quelqu'un qui vient de la haute noblesse, tout ça c'est intéressant. Et donc, elle arrive avec la vie qui est la sienne, Rosette. Euh, Bon, la comédienne qui la jouait à la création comme à l'après, la création Suliane Brahim, avait un charme fou. Et c'était important parce que ce n'est pas juste que Perdican se trouve juste face à Camille sans qu'il y ait un moment où, d'une certaine manière, son attachement pour Camille ne soit pas mis en danger par la présence de Rosette. Donc la présence de Rosette, elle est bien sûr avec une forme d'innocence, mais son innocence, c'est un vrai danger pour Perdican. Il me semblait que cette proximité
qu'elle a acquise avec le temps, mais là je rentre dans la psychologie, auprès du baron dans ce milieu-là, fait qu'elle a une aisance et en même temps, elle ne détonne pas. Comment dire, elle fait plus que partie des meubles. Et c'est sa sœur de lait. Euh, et euh, je voulais qu'elle soit tellement troublante qu'à un moment donné, à la fois, ça puisse faire naître chez Camille une forme de jalousie, et puis que Perdiccas se retrouve face à quelque chose qu'il ne connaît peut-être plus, qui est une forme d'incandescence, de lumière euh, sans grisaille, sans clair-obscur. Quelque chose qui la forme, même si je n'aime pas le mot, mais de pureté. Parce que ça le trouble, tout d'un coup, il se trouve face à quelqu'un qui n'a pas, comme lui peut l'avoir, cette habileté presque, cette séduction, ce métier de séducteur. Elle n'a pas du tout ça, et ça le trouble, et elle a des mots que lui n'utilise pas beaucoup, qui le troublent aussi, et ce trouble-là, me semble-t-il, était d'une grande richesse dans la construction de la pièce. Je ne sais pas si j'explique bien. C'est beau, oui. Merci. Parce que Virginie Lafourcade enchaîne en disant c'est une ingénue comédiesse dans Molière, mais qui est enfin, et qui est plus intelligente au fur et à mesure. Oui, parce qu'au fur et à mesure, en effet, elle se nourrit aussi des rencontres qui sont les siennes, et particulièrement avec Perdican, mais elle a été aussi nourrie de ce que lui ont raconté les anciens, avec qui elle a passé énormément de temps. Donc on se dit qu'elle était peut-être autant nourrie par ces rencontres-là que celles qu'elle a dans sa famille. Et au bout du compte, ça lui donne une grande richesse. Mais c'est dommage, évidemment, que vous ne puissiez pas voir la captation, parce que à un moment donné, j'ai travaillé ça de façon, je l'espère, assez cinématographique, où il y a une scène où on voit Perdiccas pris entre les deux, mais dans un trio qui est sur 1 mètre carré. Où Perdiccas était en face de Camille, mais sa main va vers Rosette qui est juste derrière, et où on sent qu'il est complètement divisé, qu'il ne sait plus trop où il en est. Et c'était important dans ces moments où ces jeunes font des expériences qu'ils n'ont pas pu faire tant qu'ils étaient, d'une certaine manière, peut-être avec des parents ou au couvent. Là, tout d'un coup, c'est le plaisir et la violence de ces expériences franches. On va revenir quand même sur cette fameuse tirade de Perdicant dans la scène 5 de l'acte 2. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, etc. L'interprétation de Loïc Porbury, comment vous l'avez guidé, dirigé par rapport à ça? Ben, on a déjà un petit peu parlé. Pour Perdiccas, je pense qu'il a le sentiment que l'amour est un endroit de souffrance, alors que Camille, elle veut aimer, mais pas souffrir. Euh, c'est quasiment impossible d'aimer sans souffrir, me semble-t-il. Et il faut donner du sens à cette souffrance et en tirer quelque chose. C'est Brando qui disait quand on tombe, on se relève, quand on se relève, toujours plus intelligent. Donc voilà, dans l'amour aussi, on peut se relever plus intelligent. Euh, mais je l'ai travaillé en lui disant ce qui va sortir de toi à cet endroit-là n'est plus dans une forme de calcul ou dans une forme comment dire, de recherche de conviction pour la faire bouger, mais ça lui échappe. Euh, Ça lui échappe à tel endroit que, à la fin, dans ma mise en scène, Camille, bien sûr, se tait, mais elle s'en va, il se retrouve seul dans une forme de solitude où les larmes sont là. Euh, donc, ça lui échappe. Je pense que c'est toujours intéressant de trouver avec un comédien, de l'emmener à un endroit euh, qu'il ne connaît pas et qui n'est pas nécessairement un endroit dont il est fier. Euh, alors un comédien, c'est important de le faire sortir de ses gonds, me semble-t-il, et de le faire aller vers l'endroit où il se rapproche de quelque chose de dangereux personnellement. S'il ne met pas en jeu des choses, des aliments les plus extraordinaires de son intimité, ça n'a aucun intérêt. Par contre, ce qui est très important, ce que j'ai toujours eu à cœur de défendre, c'est qu'il y a, comme l'appelle Voltaire, le jardin secret. Ce jardin secret, il est intouchable.
Donc il faut que le comédien sache qu'il ne faut pas qu'il travaille sur le périphérique, pour prendre une métaphore parisienne. Il ne faut pas non plus qu'il soit dans le premier arrondissement qui est son jardin secret, mais il faut qu'il se balade dans le reste de Paris. Alors, très souvent, quand des comédiens allemands rencontrent des comédiens français, ils leur disent vous, les Français, on vous entend beaucoup quand vous êtes au bar, et on n'entend plus rien quand vous êtes sur le plateau, alors que nous, les comédiens allemands, on ne nous entend pas au bar, mais sur le plateau. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'on entende, en effet, sur le plateau, quelque chose qui nous rend, nous, spectateurs, presque euh, avec le sentiment que d'abord ça a été écrit pour eux, à ce moment-là, que c'est la première fois que la pièce se joue, ce n'est plus une pièce et qu'on est presque de trop parce qu'on est face à une intimité énorme. Donc il faut pouvoir mettre ça en jeu. Mais cette mise en jeu, et c'est ce que je demandais à Loïc, elle nécessite d'avoir en face de soi un comédien équilibré. Je n'ai jamais pu travailler avec des comédiens dont j'avais le sentiment qu'ils étaient déséquilibrés parce que pour jouer un être qui est en déséquilibre, ce qui est le cas de Perdican, il faut en face de soi un comédien qui soit solide. Question sur la scène finale, question qui nous a été posée par Diane Charbonnel, qui est au lycée international de Saint-Germain-en-Laye. Peut-on considérer que Rosette se suicide dans la dernière scène? Cela n'est-il pas un contresens dans la mesure où le mouvement romantique considère la passion amoureuse comme génératrice de sentiments et émotions extrêmes pouvant générer la mort? Je ne vois pas très bien. Camille sort pendant que Perdican continue à parler. Camille rentre et il dit elle est morte. Adieu, virgule, Perdican. Euh, y a peut-être d'autres interprétations, il y en a certainement d'autres que la mienne. Alors moi, je n'ai pas dit comment elle est morte, mais je ne vois pas très bien quelle autre explication que celle du suicide. Je vous ai parlé du rideau brechtien. Euh, le, le billard remontait dans la dernière scène et représentait presque une sorte d'autel avec un tissu qui avait été posé sur lui, puisque dans la scène, euh, une des dernières scènes avec Rosette, le billard descendait encore et ça faisait un trou euh, dans lequel, à un moment donné, Perdican emmenait Rosette. Puis le billard remontait avec une espèce de nappe qui en faisait une forme d'autel presque religieux à mi-hauteur. Perdican et Camille étaient devant cet hôtel, ne voyaient pas ce qui se passait derrière. Le rideau brechtien s'ouvrait, les quatre anciens étaient là, assis, et portaient le cadavre de Rosette qui était allongé sur leurs genoux. Euh, voilà, je ne dis pas comment elle meurt, mais je ne vois pas comment elle pourrait mourir autrement. Euh, et c'est une forme de ratage, mais c'est important en même temps, le ratage. La plupart des choses qu'on fait, nous les ratons. Euh, Ce qu'il faut arriver, c'est à rater avec un peu de panache les choses. Alors vous me direz que là, c'est un ratage terrifiant et dramatique, tragique, mais c'est le, comment dire, c'est comme ça que Musset racontait les choses. Mais la plupart des grands auteurs, à un moment donné, ne peuvent pas s'empêcher de passer par l'idée de la mort, qui est un rendez-vous qui, de toute façon, la vie étant une maladie mortelle, est inéluctable. Mais ce qui est important, c'est de raconter ces choses en permettant au spectateur de sortir avec l'idée que la vie vaut la peine d'être vécue. Les enfants étant mes premiers spectateurs, s'ils sortent dans mes spectacles en disant demain matin je ne me lève pas parce que la vie est totalement déprimante, j'aurais tout raté. Or, je ne montre que des tragédies. Donc il faut insuffler à l'intérieur d'une tragédie l'idée que si vous revenez le lendemain voir la pièce, ça se terminera bien. Et pour ça, il faut qu'il y ait à l'intérieur suffisamment de choses vitales, telles qu'elles étaient dans la vie de Musset, qui a sans doute vécu de manière trop vivante, mais le trop est tellement mieux que le trop peu. Virginie Lafourcade rebondit. Ne peut-on considérer que cette mort est comme une représentation de la formule mourir d'aimer, et peu importe si on ne l'explique pas vraiment, suicide ou pas? Peut-être, why not? Je peux vous renvoyer à Maurice Blanchot. Pour finir, par rapport aux enseignants qui sont là avec leurs élèves, est-ce que il y a des scènes que vous recommanderiez de jouer, enfin de faire jouer à des élèves, plus particulièrement? En tout cas, peut-être en particulier avec cette consigne que vous avez donnée sur la ponctuation, sur la nécessité de respecter peut-être avant tout la ponctuation. Je recommande toujours de travailler les scènes courtes. Ouais. Parce que si vous embarquez sur la scène de la petite fontaine, il vous faut un temps fou. Bon, moi, je l'ai beaucoup répété, mais j'avais 10 semaines où je voyais les comédiens 12 heures par jour, quand même, pendant 10 semaines. Donc, on a pris le temps, on a travaillé. Donc, cette scène-là
Non, les scènes courtes, les deux scènes entre Camille et Perdiccas ou la scène entre Perdiccas et Rosette, ces scènes courtes, elles sont formidables. Parce que tous les enjeux sont là et les questions fondamentales du théâtre, comment je rentre, comment je sors, où je me mets, qu'est-ce que je fous de mes bras, de mes mains, euh, où je porte mon regard, quel silence j'introduis, comment je découvre le bonheur de la partition, et inventer quelque chose de faux. Si j'ai encore 30 secondes, j'ai envie de raconter une Allez-y. anecdote qu'un maquilleur m'a raconté, celui qui était sur les spectacles que j'ai fait, notamment avec Chéreau et la Reine Margot, Kuno Schlegelmich. Il était maquilleur, coiffeur sur une pièce de Shakespeare, Othello, avec un immense comédien qui s'appelle Ulrich Wilgruber, qui, dans la Reine Margot, joue le parfumeur, l'empoisonneur. Et donc, ce comédien, Ulrich Wilgruber, qui jouait Othello, à une époque, maintenant ça se fait moins, puisque c'est un mort, M-A-U-R-E, donc il est censé être de teint sombre, si pas noir, selon les interprétations. Il était sur le plateau et il avait les mains blanches. C'est-à-dire que le maquilleur avait oublié de lui maquiller les mains. Et donc tout le monde dans la salle était en train de s'esclaffer en se disant il est drôle, il est maquillé en effet avec sa face qui est noire, mais ses mains sont blanches, c'est totalement ridicule. Et le maquilleur voit ça des coulisses. Il court partout dans les coulisses, il demande si quelqu'un a des gants de couleur chair. Il finit par en trouver. Le comédien qui joue Othello entre deux scènes ressort de scène, paniqué, ayant aussi remarqué dans les yeux des spectateurs, qui étaient goguenards, l'erreur du maquilleur. Et en coulisses, Kuno, donc le maquilleur, lui maquille les mains en noir, la même couleur que sa face, et puis il met les gants de couleur chair. Vous me suivez? Ouais. Le comédien qui joue Othello retourne sur le plateau avec ses gants de couleur chair, qui étaient donc de la même couleur que ses mains quand il était rentré au tout début. Et au milieu de la scène suivante, il retire ses gants et il montre ses mains noires sous les yeux éberlués des spectateurs, penauds, frissonnants. Le théâtre, c'est ça. C'est l'art de mélanger le vrai, le faux, l'exact, l'inexact, le possible, le probable. Il faut faire un détour par le faux et l'art, c'est la mise en œuvre de la vérité. Et copier le vrai peut être une bonne chose, mais inventer le vrai, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Je trouve que c'est une très belle formule pour conclure. On vous remercie mille fois pour avoir participé à cette rencontre, Yvonne. J'espère que Merci. les élèves auront pu apprécier la richesse de vos propos. Et j'espère à une autre fois, pour une autre rencontre dans ce cadre-là. Je l'espère aussi. Je peux vous faire la liste des mises en scène que je vais faire dans quelques années. Merci à vous. Merci. Et je vous souhaite une très belle rencontre avec Musset, qui est un être formidable. Mais lisez aussi ses lettres et voyez sa vie. Une vie de bâton de chaise, ça peut vous donner des idées.